Ton objectif, c'est pas nécessairement d'impressionner les autres coachs. Ton objectif, c'est de vulgariser l'information, de dire des choses vraies, là, on s'entend, pas dire n'importe quelle connerie, mais dire des choses vraies qui vont parler à des clients futurs puis des potentiels clients, tu sais. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. Stéphane Aubé. Alex Lemay. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Yes, ça roule, ça roule. Merci d'être là pour un deuxième épisode du podcast Expertise 360. Bienvenue à tout le monde si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez sur Spotify. Bienvenue, merci de nous écouter. Puis n'oubliez pas, ça nous aide tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne Spotify, YouTube, peu importe où vous nous regardez. Ça aide toujours pour nous inciter à produire du nouveau contenu. Partagez-le si ça peut vous aider. Si ça peut aider vos collègues, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on fait ça au final. C'est pour vous aider puis qu'on produit du contenu gratuit comme ça. Donc, de vous abonner à nos chaînes pour ne rien manquer, de le partager à vos amis, ça fait toute la différence. Prenez jamais ça pour acquis. C'est toujours hyper apprécié. Donc aujourd'hui, Steph, bang, suite dans le vif du sujet. On embarque dedans, n'est-ce pas? J'avais le goût qu'on parle du syndrome de l'imposteur dans le coaching, dans le monde du fitness. Est-ce que, tu sais, depuis les années, puis encore plus, là, depuis qu'on a parti le mentorat avec les coachs, c'est quelque chose qui revient vraiment, à ma grande surprise, de plus, tu sais, très régulièrement, le syndrome de l'imposteur du coach. C'est-à-dire que tu parles à un coach, puis il ne se sent pas assez compétent pour charger X prix. Il ne se sent pas assez compétent pour parler sur les médias sociaux. Il ne se sent pas assez ça pour avancer parce qu'il se sent imposteur dans son métier. T'sais. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça? Ben oui. Oh, oui. Non seulement ça m'est déjà arrivé parce que je le vois, mais non seulement ça m'est déjà arrivé parce que ça m'arrive continuellement, en fait. Ça m'arrivait plus avant. Donc, évidemment, tu sais, dans nos débuts de carrière, puis là, tu t'exposes, puis, tu sais, veux pas, oui, c'est quelque chose qui arrive, puis tu te sens... T'as l'impression d'être pas à ta place, mais plus j'avance dans ce que je fais, plus je me rends compte des fois que j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est comme ça quitte pas totalement, puis je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir le gérer, mais surtout de savoir comment tu vas réagir face à ça, puis on pourra en jaser un peu, là. Mais c'est des réflexions que j'ai eues souvent par rapport à ça, pour moi-même, mais aussi pour plein de coachs avec qui on travaille et qu'on mentor dans le hybrid coaching. Tu sais, je veux dire, on en voit plusieurs, puis on le sait que c'est une problématique récurrente, fait que je pense que c'est vraiment un bon sujet que tu tapes là. Oui, vraiment. Puis tu sais, puis il revient un peu à ce qu'on parlait dans le premier épisode, dans le sens où le mindset d'entrepreneur aussi, il y a une grosse partie de ça, fait que à partir du moment où tu as accepté le fait que tu es dans l'entrepreneuriat, ben là, déjà là, tu as un gros step de fait. Puis, tu sais, d'accepter tous les rôles qui viennent avec ce titre-là d'auto-entrepreneur, si on veut. Fait que tu dois faire des médias sociaux, que tu es un peu maître de ta destinée aussi, dans le sens où c'est toi qui a le plein contrôle sur ton temps puis sur tes actions pour influencer directement ta business. Tu n'as pas de boss au-dessus de toi pour chialer les comptes ou dire « ben là, c'est de sa faute, moi j'aurais fait ça » puis second-guesser tout le temps. Mais là, vient aussi avec le fait, le fameux syndrome de l'imposteur. Si on prend par exemple les médias sociaux, bien, ça arrive tellement régulièrement. Puis une des choses que j'ai notées, je ne sais pas toi, mais c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui ont peur, exemple, de publier sur les médias sociaux puis tout ça, de peur de se faire critiquer par d'autres coachs. Oui. Mais ils oublient qu'au final, les médias sociaux, en tant que coach, tu l'utilises comme un outil pour promouvoir tes services et parler à des clients, à des futurs clients ou des clients potentiels. Ton objectif, c'est pas nécessairement d'impressionner les autres coachs. Ton objectif, c'est de vulgariser l'information, de dire des choses vraies, là, on s'entend, pas dire n'importe quelle connerie, mais dire des choses vraies qui vont parler à des clients futurs puis des potentiels clients, tu sais. Fait que je pense que il y a beaucoup de coachs qui s'empêchent de ça puis qui ne se sentent pas autant compétents qu'un Christian, par exemple, ou qu'un Paul Gagné ou qu'un Stéphane Aubé, qui est hyper connu dans le milieu de l'entraînement. Une sommité interstellaire.
Interstellaire. L'univers. Rien de moins. C'est grand pour moi. Ben, on le sait que tu viens d'une autre planète, là, fait que ça, faut le dire, Oui, déjà je là. le confirme. C'est ça. On pourra en parler dans un autre podcast, mais Ça va être un épisode caché. ouais, exactement, le secret episode. Mais ce que tu nommes là, j'aime ça, parce que moi, j'avais identifié déjà comme... Parce que je me questionne souvent là-dessus, puis dans le passé, je me suis questionné là-dessus. Puis, tu sais, j'avais cette peur-là, moi. Tu te rappelles, à l'époque, on n'avait pas les médias sociaux aussi forts. On avait les débuts de Facebook où ce qu'on postait, c'était des trucs écrits. Des conseils écrits, des chroniques, des trucs comme ça. Puis, je me rappelle que pour un simple post à l'époque, je pouvais passer plusieurs jours là-dessus. Là. Je pouvais passer plusieurs jours à rechercher ce que je faisais, puis pour absolument rien, parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce que j'en récoltais? Fuck all. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'était Deux juste likes. comme des likes, là, tu sais, that's it. Puis des commentaires, puis tout. Puis à un moment donné, je me suis questionné à savoir qu'est-ce que ça m'apportait réellement. Puis en réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 types de peurs par rapport à ça. La première que j'identifie puis que je vois chez les coachs beaucoup, c'est le jugement des pairs. Ça, tu en as parlé. Dans le fond, c'est différent de la peur du grand public. Dans le fond, c'est qu'un coach va poster sa vidéo. Il pense même pas à l'inconnu qui va le voir, en fait. Il pense à l'autre coach. Le coach qui a 10 ans d'expérience de plus, qui va regarder sa vidéo puis va se dire ben, c'est quoi ce conseil-là? C'est quoi ça n'a pas rapport? Fait que ça revient un peu à la peur de la cour de récréation au primaire. D'être jugé par le monde autour, par sa propre communauté, par sa propre ligue au final. T'sais. Fait que, dans le fond, c'est une peur qui est vraiment enfantine quand on réalise ça au final. Parce que, pour être honnête, un coach qui a 10, 20 ans, 30 ans d'expérience, il va pas rire du débutant. Techniquement, il comprend le chemin qu'il a passé. Ça se peut qu'ils disent, ouais, ce conseil-là, c'est pas la bonne affaire. T'sais. Sauf que le problème, c'est que quand tu es coach, particulièrement si tu es un nouveau coach, tu as un biais cognitif qui est le fait que tu as une comparaison sociale qui est ascendante. Dans le sens que tu ne te compares pas vers le bas, tu te compares vers le haut. Ouais. C'est ça qui est tough. Sauf que, admettons que toi, tu as 2 ans d'expérience en coaching. Il y a des gens qui en ont 0. Fait que techniquement, tu es à des années-lumière de ces coachs-là avec ton 2 ans d'expérience. Tu as plein d'affaires que tu peux dire qu'eux autres ne connaissent pas. C'est sûr que quand tu regardes le coach qui a 10 ans ou 20 ans d'expérience, tu te dis, ouais, mais lui, il en connaît vraiment plus que moi, tu sais. Fait que déjà, en partant, c'est de se comparer à la bonne personne. D'arrêter de se comparer tout le temps vers le haut, mais de faire comme, OK, il y a du monde qui en connaissent moins que moi, puis moi, je peux aider ces gens-là, tu sais. Puis aussi de tout le temps garder en tête à qui tu parles, puis à qui tu veux parler. Parce que si tu es un coach, puis ton objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Si ton objectif, c'est de devenir un éducateur, là, tu sais, vérifie chacune de tes informations, puis évidemment, tu veux... Je suis pas en train de dire que si tu vises des clients, tu peux dire n'importe quoi. C'est pas du tout ça mon point. Mais mon point est que dans ta création de contenu, il faut que les gens que tu désires qui t'écoutent puissent te comprendre. Faut pas que ça soit juste le coach de 15 ans d'expérience qui puisse te comprendre, puis ta référence scientifique de PubMed et tout ça, puis que tu es hyper niche, puis au final, tu parles à 2 personnes. Fait que, si l'objectif d'utiliser l'outil des médias sociaux, parce qu'à mon avis, c'est un outil que tous les coachs devraient utiliser, c'est d'aller chercher des clients, bien, tu dois adapter ton contenu en fonction de ça au final. Totalement, tu sais. Puis il y a cette façon de voir les médias sociaux-là comme si c'était un séminaire éducatif à chaque fois, tu sais. Et ce n'est pas ça malheureusement. Tu sais, ça doit servir les gens que tu veux aller chercher au final. C'est ça que ça doit servir, et non pas toute la population entière, tu sais. Puis ça m'amène à la deuxième peur, parce que la deuxième peur, c'est la peur de se tromper publiquement. Donc, tu sais, la peur de donner un mauvais conseil ou une mauvaise information. Puis, tu sais, ça change un peu ça joue sur la psychologie du risque, finalement, là, tu sais. L'erreur est plus juste entre toi et un autre coach ou quelques personnes. C'est que là, elle est potentiellement permanente, dans le fond, parce que tu la mets sur les réseaux sociaux. Puis là, tu as de quoi qui est vu par des milliers et des milliers de personnes, sauf qu'on le sait qu'en réalité, quand tu poses de quoi, ben finalement, il n'y a pas tant de monde qui le voit. Fait que, tu comprends que c'est pas si pire que ça. Fait qu'il faut pas attendre d'être 100% avant de publier. La seule chose, c'est de t'assurer que ton information est bonne pour les gens que tu vises. Puis une bonne façon de le faire, un truc que j'aime bien donner, là, c'est que pour les coachs qui sont pas safe de donner des conseils ou de donner du contenu qui va être plus formatif,
mets-le en forme d'histoire à la place. Au lieu d'être un conseil, voici ce que je vous conseille selon X, Y, Z. Non, non. Conte une histoire à la place. Parce qu'une histoire, par définition, ça peut pas être faux. Ouais. Donc, conte une histoire, un fait vécu avec un client, qu'est-ce que vous avez travaillé, puis qu'est-ce que ça a donné. Parce que si c'est vraiment documenté, ça peut pas être faux. Tu sais, si tu comprends-tu? Donc, ceci dit, on ne peut pas débattre sur le fait que tu as fait ça, ça a donné ça. Ça a donné ça. OK? Et tu n'es pas en train de dire c'est un conseil que je donne à tout le monde. Dans le contexte de cette histoire-là de mon client, ça a donné ça en faisant ça. Donc, techniquement, ça l'enlève la pression de l'information précise. Ce que tu racontes, c'est une histoire, puis ça a donné un résultat. Je pense que déjà là, tu as beaucoup moins de chances de te faire lancer des pierres parce que c'est factuel. C'est ça qui est arrivé. T'sais. C'est ça, exactement. Puis tu n'es pas en train de dire une étude scientifique, empirique que tu as faite avec 500 personnes différentes. Exactement, c'est ça. Au final, tu parles de ce que toi tu as fait avec un coach, puis qu'à la limite, tu peux dire que le résultat t'a même surpris parce que tu t'en attendais pas ou peu importe, là, mais ça a fonctionné. Fait que tu es capable de témoigner avec ton client que ça a fonctionné. Maintenant, tu peux. Clairement, c'est tellement un bon truc pour contrer ce syndrome-là. Oui. Puis, tu sais, la dernière peur que moi j'ai identifiée, c'est la peur de ne pas être assez légitime. Puis ça, je pense que tu le vois toi-même. Moi, je le vois toi-même. Je le vois moi-même. Ouais. Mais tu sais, ce que je vais voir chez certains coachs, pas chez tout le monde, mais je vais voir chez certains coachs, on le voyait plus avant, de moins en moins, mais c'est souvent la peur de ne pas être assez certifié, pas avoir assez d'années d'expérience, pas assez de résultats de clients documentés. C'est comme un peu un seuil imaginaire de légitimité, là. Puis tu sais, ça, c'est insidieux, cette peur-là, parce que quand tu as 2 certifications, tu te dis que tu en aurais besoin d'une 3e pour pouvoir comme te lancer. Quand tu as 3 ans d'expérience, tu te dis que tu en aurais besoin de 5 ans pour pouvoir te lancer. Fait que, tu sais, souvent, la question à se poser à soi-même, c'est par rapport à qui tu te sens légitime? Par rapport au client que tu veux aider ou par rapport au coach qui a 20 ans d'expérience? Parce que c'est là que ça fait une méchante différence, tu comprends? Parce qu'au final, tu sais, en tant que coach, encore une fois, si ton objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, tu veux aider une population générale qui n'est pas du tout dans le monde de l'entraînement. Fait que, tu sais, la question à te poser, c'est est-ce que je peux aider cette personne-là? Oui ou non? Oui, tu peux l'aider. Bon, mais parfait. Fait que ça veut dire que ton contenu il est pertinent, si tu peux l'aider. Donc, tu es tout à fait légitime de t'appeler un coach parce que tu as déjà ton titre de base que tu as obtenu dans une certification XYZ. Exact. Puis après ça, tu as fait sûrement d'autres formations continues parce que, tu sais, pour bonifier ton bagage de connaissances. Donc, tu es légitime d'offrir tes services comme coach parce que, tu sais, on parle beaucoup des médias sociaux, mais le syndrome d'imposteur, moi, je le vois beaucoup aussi auprès des coachs dans le prix à fixer pour leur propre service et quand vient la fameuse aspect de vente, tu sais. Fait que évidemment, tu sais, les coachs savent, tu sais, normalement, il faut que tu t'informes un petit peu dans ton milieu des coachs qui visent sensiblement la même clientèle que toi, à peu près combien chargent ces entraîneurs-là pour leur service. T'sais. Donc, ça te donne à peu près un ordre de grandeur. De toi, tu devrais charger combien. Puis ça arrive très régulièrement quand on parle avec des coachs puis on travaille leur offre de service ensemble. Ils me disent, ben là, je peux jamais charger autant que telle personne. Pourquoi? Ah, as-tu vu le nombre de followers, puis nanana, puis ils parlent, puis tout ça. Moi, j'ai jamais ça, tu sais. Puis, oui, mais tu sais, t'as quand même, t'es certifié, t'as vu X nombre. Puis souvent, les gens commencent à réaliser quand je fais juste leur demander, au total tout, là, depuis les débuts, t'as entraîné combien d'heures dans ta vie? T'as changé combien de vies dans ta vie? Tu sais, de coach, de professionnel de coach. Ah, ça se compte par centaines. OK, fait que toi, tu me dis que tu as aidé des centaines de personnes, mais tu n'es pas légitime de charger le même prix que l'autre personne. Exact. Fait que, tu sais, c'est là où des fois, je me dis, crème, gang, tu n'as pas du tout à te sentir imposteur. Tu as déjà aidé plein de gens. Puis souvent, c'est ceux qui ont le plus d'expérience qui se sentent le plus imposteurs. Absolument. Absolument. C'est une question de positionnement, justement, par rapport à ça, tu sais. Ça, on le voit. C'est drôle que tu disais, je peux pas charger autant que tel coach parce que check le nombre de followers qu'il y a. Ouais. Je fais juste une parenthèse. Le nombre de followers est souvent improportionnellement renversé par rapport au prix. Parce que ceux qui ont des millions de followers, tu vas sur leur plateforme de coaching, c'est souvent du coaching très pas cher.
Parce que, genre, ils agissent sur le volume. Tu vas voir des coachs qui ont moins de followers, qui ont une offre de service hyper chère parce que c'est hyper accompagné, il y a beaucoup de présence du coach, il y a beaucoup de support, ainsi de suite, l'accessibilité et tout. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question d'expérience, c'est une question, mais c'est quoi que t'offres réellement aussi? Fait que ça, quand t'as le syndrome de l'imposteur par rapport à ton prix, recule-toi de toi-même, puis évalue-le d'un point de vue neutre. Genre, ouais, mais j'offre quoi réellement? Admettons que c'est pas moi le coach, là. C'est quelqu'un d'autre qui est là. Mon produit, il y a quoi dedans comparativement à ce qui se fait sur le marché? Là, tu es en mesure d'avoir une vision neutre de ce que tu peux offrir. Après ça, tu te replaces en arrière de la carte, puis tu peux juste te faire une dernière évaluation à savoir si ton nom est capable d'attirer les gens dans ce produit-là. Mais techniquement, si le produit est bon, si tu offres ce qu'il faut à la bonne personne, ben ton prix est légitime, là. Ben c'est ça, puis qu'au final, ton nom, quand tu dis, tu sais, c'est tellement un bon truc de se positionner avant, puis de dire, bon, ben, tu sais, sur papier, ça vaut tant pour un coach de service. Check-in à chaque semaine, nutrition, entraînement, tout ça, tu sais, ça vaut tant. Puis là, après ça, tu viens mettre une autre lentille qui est toi par-dessus. C'est impossible que le prix aille vers le bas. Non, exactement. Tu peux pas descendre ton prix. Tu sais, au contraire, faut que tu viennes le bonifier, puis c'est là où les coachs d'expérience, ben là, tu sais, qui ont, tu sais, comme nous autres, 15, 20, 25 ans d'expérience, ben là, oui, ça va. L'expérience va venir bonifier le prix pour un même service. Exactement. Parce que, bon, tu as plus d'expérience, tu arrives plus rapidement à la solution pour la prise en charge des clients, puis tout ça. Ça, c'est bien normal. Mais au final, au début, quand tu t'assis pour analyser ton offre de service, de dire, bon, ben moi, voici comment ça va fonctionner pour travailler avec X coaching, peu importe. Qu'est-ce que ça inclut? Normalement, sur le marché, les gens payent X dollars mensuels pour avoir ce prix-là. Parfait. Est-ce que je suis à l'aise avec ce prix-là? Oui. Good. Là, ajoute la lentille de « je suis coach machin chouette ». Fait que là, c'est là où tu modifies à la hausse ton prix de par ton expérience, de par le nombre de personnes que tu as coachées, de par... Puis tu sais, des fois, c'est de faire l'exercice de l'écrire sur papier, tu sais. Absolument. Parce que, tu sais, quand on commence puis on dit au coach avec les médias sociaux, bon, ben là, il faut que tu sais, déjà sur tes médias sociaux, faut savoir, tu as entraîné combien de personnes depuis, mais tous les coachs font le saut eux-mêmes. De dire, oui, absolument. Ah, mais tu as entraîné combien de monde depuis les 7 dernières années? Ouais, au moins 500. 500 personnes. Même eux sont comme, ouais, ça fait du monde, mais tu sais, quand tu es dans le quotidien, tu t'en rends comme plus ou moins compte. Du monde qui ont juste, ils sont venus te voir pour un programme, tu n'as jamais pu entendu parler d'eux autres. On en a plein, surtout au début, c'est plein de ça. Tu sais. Des clients qui font juste, ouais, fais-moi un programme, fais ça aussi. Au fil du temps, ta clientèle se stabilise. Mais tu sais, au début, c'est beaucoup de volume là, de clients. Fait que tu en as vu du monde dans ta vie, puis ça vaut amplement le prix. Oh, oui, c'est aussi de réaliser en tant que coach que, tu sais, quand tu dis, j'ai entraîné 500 clients, tu sais, puis c'est de l'expérience que tu as acquis. Puis, il y a des coachs que je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, ils restent bloqués à leur mentalité de départ. Tu sais, l'autre fois, je parlais justement à un coach d'expérience que je nommerai pas, mais puis là, il me disait son prix, tu sais, pour même son forfait premium, là, son best offer, là. Puis, tu sais, j'ai comme fait, ben voyons donc. On dirait que tu es resté bloqué en 2006. Lui, là, l'inflation, il n'a pas connu ça. Fait que c'est comme, tu sais, à un moment donné, tu peux pas vendre le même prix. Tu sais, t'es comme, ouais, mais ça n'a pas d'allure vendre un programme à ce prix-là. Je dis, ouais, mais ça n'a pas d'allure. On est en 2026, là. Je vendais ces programmes-là quand j'ai commencé, là, c'était ça le prix, là, tu sais. Fait que tu peux pas vendre le même prix aujourd'hui, ça n'a plus la même valeur, sinon tu déprécies constamment ce que tu fais. Fait qu'il faut que tu comprennes que l'évolution aussi fait en sorte que, ben, de moment donné, ta valeur marchande devient plus élevée, inévitablement aussi, tu sais. Oui. Puis, tu sais, je fais une micro-parenthèse sur le prix. Ça peut avoir l'effet inverse de charger pas cher aussi. Parce que les gens peuvent se dire que ça vaut pas cher, ce que tu offres comme service. Tu sais, fait qu'il y a comme un équilibre à trouver là-dedans, là. J'envoie une autre parenthèse sur ce que tu dis. En fait, faut jamais oublier que, puis ça, dans n'importe quelle étude de marché et stratégie de marketing, lorsque tu ne vends pas cher, tu attires des gens qui veulent du pas cher. Et cette clientèle-là n'est pas la plus facile.
La plupart sont comme je vais faire du volume, une offre de volume, je vais avoir plein de monde, ça va être vraiment cool, puis ça va être plus facile à gérer. No way. La plupart du monde qui paye pas cher, dis-toi que c'est parce que leur budget ne leur permet pas de payer cher. Donc, la part du budget qu'ils te donnent à toi est plus élevée dans leur pointe de tarte. Fait qu'eux autres, là, ce qu'ils attendent de ça est pas mal plus élevé. Par expérience, les clients que j'ai qui ont investi le plus dans ma business, c'est souvent les moins demandants. T'as tellement raison. Parce là. que sont compréhensibles par rapport à la notion de service. Eux autres, ils veulent quelqu'un qui connaît ça, qui leur donne la solution. Ils ont d'autres choses à faire que de t'écrire à minuit et 5 le soir. Fait que c'est les clients les plus easy shot. Ils payent, ils exécutent, puis that's all. Donc, je suis pas en train d'identifier des groupes de personnes ou whatever. Il y a sûrement des gens qui payent pas cher, qui sont super bien intentionnés puis qui veulent, mais ce que je dis par expérience, c'est que le service pas cher, qu'on appelle low ticket, est beaucoup plus difficile à gérer que le service high ticket. C'est les clients les plus énergivores, tout le temps. Ouais. Tout le temps, puis ils sont toujours en train de gratter, puis de siphonner, puis un petit rabais à gauche, à droite, puis tout ça, tu sais. Je comprends, là, c'est pas facile pour personne, surtout aujourd'hui, tout coûte vraiment plus cher, puis tout ça, puis il y en a qui voient nos services comme du luxe, moi je pense pas, mais il y en a qui voient nos services comme de coaching comme du luxe. Moi, je le vois beaucoup plus comme un investissement, mais tu sais, c'est des clients qui sont tout le temps, justement, comme tu dis, ils vont t'envoyer un message le soir, ils vont tout le temps en train de quémander un petit plus, puis peux-tu me faire ça, puis on the side, puis tu sais, pas charger quand pas charger un petit extra ou des choses comme ça. Fait que t'as tellement raison au niveau de fixer le bon prix pour le type de clientèle que tu veux attirer au final. Oui, absolument. Et puis, je fais une pause pour en revenir sur le syndrome de l'imposteur. Mais justement, il y en a beaucoup qui vont se diriger vers le service pas cher parce qu'ils pensent que c'est ça que ça vaut. T'sais. Mais en réalité, ça n'a pas rapport. Analyse qu'est-ce que tu offres en premier. Comme tu disais, mets la lentille de ta propre vision après. Mais en premier, évalue ce que tu fais en tant que tel. Déjà là, ça te sauve de ton propre jugement à toi. C'est ça, exactement. Tu sais, écoute, je veux dire, le syndrome de l'imposteur, là, non seulement il l'a dans toutes les sphères, tu sais, je veux dire, il y a un point que je voulais amener parce qu'il y a une courbe que j'aime bien utiliser dans la connaissance, dans la courbe de l'apprentissage, c'est l'effet Dunning-Kruger. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est quand tu démarres, quand tu débutes dans un domaine puis que tu commences à apprendre, tu interprètes rapidement que tu connais beaucoup de choses. Parce que tu n'es pas conscient de toute la grosseur de ce que tu as à apprendre. Donc, tu vois uniquement une partie de la forêt, puis tu te dis, Chris, je connais toute la forêt. Good. J'en connais du stock. Je suis le king. Let's go. Puis plus tu avances dans le domaine, plus tu te rends compte que finalement, tu connais pas grand-chose. Puis plus tu regardes. C'est l'effet télescope, en fait. Tu sais, autrefois, les premiers télescopes, on regardait dans l'espace, puis on se dit, bon, ben, écoute, on voit ce qu'on a à voir, on connaît pas mal l'espace. Puis plus les télescopes ont avancé en technologie, plus on se rend compte que fuck all, on connaît rien dans l'espace, finalement. Tu sais, même, il y avait, écoute, un des grands noms, si ça peut rassurer du monde, Albert Einstein était lui-même, souffrait du syndrome de l'imposteur. Parce que vers la fin de sa vie, il parlait lui-même, il se disait lui-même que c'était un escroc involontaire. Parce que il disait qu'il ne méritait pas l'attention du public. Parce que plus il comprenait la physique, plus il comprenait qu'il ne comprenait rien. Tu comprends? C'est ça, exact. Il interprétait ça comme une incompétence, mais non, c'est juste parce que plus tu avances, plus finalement c'est big. Fait que voilà, tu sais. C'est ça. Ben, en fait, c'est que surtout dans notre domaine, puis là, tu sais, oui, évidemment, la physique encore aussi, mais il n'y a comme pas tant de vérité absolue fixe, là. Pas en tout. Fait que, tu sais, dans l'entraînement, la nutrition, l'accompagnement, le coaching, tout ça, c'est puis de où, là, micro-parenthèse, l'importance de la formation continue, qu'il faut toujours que tu restes dedans pour être au goût du jour, là, évidemment, mais tu sais, il n'y a pas de... Un 2x4, c'est un 2x4. Tu sais, comme mettons, dans des domaines de construction ou d'ingénierie, ou tu sais, que là, c'est des mathématiques, c'est des angles, c'est des formules, c'est... Mais tu sais, dans le coaching, on travaille avec des humains, première chose, fait que déjà là, c'est une variable qui
peut comme aller dans tous les sens. Chaque personne est individuelle. Il y a des grandes lignes, évidemment, là, tu sais, que la science a prouvé, puis tout ça. Mais même la science évolue au fil du temps. Des choses qui étaient vraies il y a 20 ans sont comme remises en question aujourd'hui. Tu sais, peu importe ce que c'est. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça l'importance de tout le temps se tenir à jour, à mon avis, puis plus tu fais des formations, comme c'est ça que je voulais dire, c'est que plus tu parles à du monde qui font des formations, puis tout le monde te le dit, plus ils font des formations, plus ils se rendent compte qu'ils connaissent rien. Puis c'est comme, il n'y a pas de fin. Comme l'univers, un peu ce que tu disais sur l'espace, on se rend compte qu'il n'y a comme pas tant de fin. Fait qu'il va toujours avoir quelque chose de nouveau. Après ça, ben là, rentre là-dedans, si on se ramène dans le milieu du fitness, certaines tendances, puis des courants, puis des choses comme ça. Mais il va toujours avoir une continuité dans ce domaine-là, tu sais. Oui, puis c'est justement là où ce que je trouve ça magnifique, mais en même temps épeurant, dans le sens que c'est hot de dire que tu peux tout le temps apprendre. Sauf que c'est quand que tu en as assez appris pour dire que là, tu te montres. Là, tu en parles. Ouais. Tu comprends? À un moment donné, tu peux être pris sur le break à bras, puis juste comme jamais décoller, là, tu comprends? Puis, mais en même temps, le syndrome de l'imposteur, je veux dire, je comprends la notion, parce que techniquement, si tu as le syndrome de l'imposteur, si ça existe chez toi, c'est parce que tu as des standards. Fait que déjà, c'est bon. Parce que comme on parlait avant d'arriver en ligne, on se disait, tu sais, si tu n'as aucun syndrome d'imposteur, si tu n'as aucun petit doute envers toi-même, c'est peut-être un problème, tu sais. C'est peut-être pas bon signe tant que ça. Fait que je pense que d'avoir le syndrome d'imposteur, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que tu as des standards, ça veut dire que tu as envie de... Tu te soucies de l'impact que ça va avoir sur les gens, tu sais. Ouais. Sauf que il y a quand même une nuance critique, puis ça, je fais un parallèle par rapport au coaching que je fais, moi, mettons, en fitness, où c'est tiré quand même d'outils psychologiques. Puis, il y a quand même deux réponses à ce qu'on appelle le doute, finalement, qui est le syndrome d'imposteur, qui est du doute. Parce que tu as la réponse adaptative, OK? Puis tu as la réponse maladaptative. Puis ça, on le voit aussi dans le fitness, puis dans n'importe quelle prise de décision, en fait. La réponse adaptative, c'est, mettons, le doute que va générer la chose que tu as à faire. Par exemple, mettons, faire un post. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre d'avoir une préparation supplémentaire, d'avoir plus de vigilance, d'améliorer ton contenu. Tu vas te checker 2-3 fois avant de dire quelque chose, avant de faire un séminaire, avant quoi que ce soit. Fait que pas, c'est de la vigilance que ça crée, mais au moins tu restes dans l'action. Fait que c'est comme, oui, c'est une réponse, mais qui est adaptative. Donc, tu t'adaptes à l'événement, puis tu veux juste être encore plus haute. La réponse mal adaptative, c'est quand le doute va générer de la procrastination, de l'évitement. Tu vas finalement trouver des raisons ou te justifier de ne pas faire ça. Fait qu'en tant que tel, le syndrome, lui, il est neutre. Le syndrome n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la réponse que tu vas avoir à ce syndrome-là. Un peu comme le client qui veut perdre du poids, puis que ça fait des années qu'il hésite parce qu'il va avoir des responsabilités et des choses à changer. Fait qu'au lieu de se dire, OK, je vais avoir des choses à faire, je m'y mets dedans, ça va être difficile, mais je vais aller chercher les outils qu'il faut. Ou je vais procrastiner, puis je me trouve des raisons pour éviter, puis ben c'est jamais le bon moment. Ben toi, en tant que coach, en tant que professionnel, qui a des choses à faire sur les médias sociaux, qui a des prises de décision, qui doit s'enligner dans son entreprise, ben c'est là que si jamais tu choisis la porte de l'évitement, ben t'avanceras pas en tout. Là, puis tu as dit quelque chose de tellement important, c'est de rester dans l'action, à mon avis, avec la réponse adaptative. Ah ouais. Puis de ne pas avoir le paralysis by analysis, qui est un autre syndrome, là, que tu fais juste analyser tout ce qui se passe, puis suranalyser l'analyse d'une analyse, puis que là, finalement, tu es « je fais rien », tu sais. Puis que, tu sais, après ça, ben là, tu tombes dans procrastination et tout ça. Donc, je crois que l'important, c'est de rester dans l'action. Puis Steph, si on peut, en terminant, donner peut-être quelques... as-tu des trucs qu'on pourrait donner aux coachs qui nous écoutent pour un peu, j'aime pas combattre, là, le terme combattre ça, mais un peu travailler avec ce syndrome d'imposteur-là, parce que je crois, comme tu as dit tantôt, qu'il y a quand même un aspect positif à ça, d'avoir un peu syndrome de l'imposteur / s'auto-analyser, dans le sens s'auto-critiquer avant de faire certaines choses, puis tout ça, je pense que ça a quand même du bon d'avoir un regard sur ce qu'on fait, puis de des fois remettre nos choses en doute, sans tout remettre en question, mais
de s'auto-critiquer, je pense que ça a du bon. As-tu des trucs concrets que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient mettre en place là, pour dans les prochains jours, prochaines semaines, pour un peu travailler avec ça? Oui, absolument. Ben, il y a quelques trucs que moi-même j'ai utilisés, puis qui, comme je te dis, qui fonctionnent, puis que je conseille souvent aux coachs. Par rapport à différents domaines, mais mettons qu'on prend la création de contenu, parce que ça me revient souvent, celui-là, là, le fait de s'exposer. T'sais. La première affaire, c'est comme je disais tantôt, c'est de commencer par des histoires. Donc, tu sais, au lieu de donner tes conseils dans un format conseil, commence par des histoires. Ouais. Ça allège l'information, ça permet de rendre l'information factuelle parce que c'est vraiment ça qui arrive. T'sais. Donc, ça, déjà, en partant, c'est plus facile. Je pense qu'aussi, un autre truc, c'est de se poser la question je ne suis pas encore versus je ne suis pas. Parce que, tu sais, mettons, tu peux... Tu sais, non, tu n'es pas un coach qui a 30 ans d'expérience. Non, tu n'es pas un coach qui a 20 ans d'expérience. Par contre, tu n'es pas ce coach-là. Tu n'es juste pas encore ce coach-là. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est pas une vérité permanente. Donc, le but, c'est juste de mettre que tu n'es pas encore là, mais que tu travailles pour t'en aller vers là. Ça permet de changer ta vision. C'est ce qu'on appelle du growth mindset. Ceux qui veulent lire là-dessus, là, il y a un livre de Carol Dweck là-dessus qui est super bon comme livre. Moi, je l'ai lu. C'est que le fixed mindset, c'est vraiment quand tu te dis que tu n'es pas quelque chose. Puis inévitablement, si tu te répètes ça, tu vas toujours croire que tu n'es pas ça. Le growth mindset, c'est de dire que tu ne l'es juste pas encore. T'sais, dans le fond, je ne suis pas encore un entrepreneur à succès. Je ne suis pas encore un coach reconnu pour X, Y compétences. Je ne suis pas encore si, mais tu es dans la route pour y aller. Ça a l'air con, mais si tu vis en pensant comme ça, tu vas littéralement mettre les actions en avant pour y arriver. Fait que ça devient une quête. Ça devient une recherche. Ça devient comme une quête à atteindre au final. Oui, exactement. Tu es tout le temps en train de lancer la perche par en avant, puis inévitablement, tu vas te rendre compte que dans 5 ans, tu vas être rendu là où tu veux. T'sais. Fait que, sinon, un autre truc, c'est la dose. Moi, c'est ce que j'appelle je le lis en anglais, là, mais en français, la dose minimale d'action, on peut dire. On parlait d'être dans l'action tantôt. Ouais. C'est de faire. Des fois, c'est intimidant de dire OK, je m'embarque là-dedans, je vais faire du contenu. Là, Alex m'a demandé de faire 30 jours de contenu d'avance. Là, c'est trop intimidant. Ben, sais-tu quoi? Déconstruis ça, puis commence par la dose minimale que tu es capable de faire. Mettons, OK, ben gars, sais-tu quoi, cette semaine, je vais en faire un. J'en fais un, je le crée, je le pose tout de suite. Fait que là, t'attends pas. Tu le laisses pas dormir pour commencer à le juger 45 fois. Tu comprends? C'est comme, fais-le right now. Un peu comme on va dire à nos clients de fitness, ah ouais, mais là, tu sais, là, je veux commencer ce plan alimentaire-là, puis tout. Ouais, puis tu sais quoi, commence-le là. Attends pas d'avoir fait ton épicerie. Es-tu capable de manger une poitrine de poulet avec du riz à soir? Oui, je peux me faire ça. Good, fais ça. On commence là. C'est le premier repas. On ne faut pas attendre que ce soit parfait, autrement dit. Fait que la première chose, c'est vraiment la dose minimale d'action. Attends pas d'avoir tout, avoir tout en main, autrement dit, pour que ce soit parfait, là, autrement dit. Qui revient un peu à ce que tu avais, c'est... Tu sais, ton Power 5 là, dans l'entraînement que tu disais, puis tout ça, puis que les coachs commencent à vraiment bien saisir, tu sais, pour mettre les gens en action. Puis j'aime toujours ça, comparer le travail que nous, on fait avec les coachs au travail que les coachs font avec leurs clients. Parce que c'est la même affaire. C'est comme la même affaire. Fait que, on demande à nos clients, on le sait que si on commence avec un client comme coach, dans un monde idéal, les personnes devraient faire leurs 10 000 pas par jour, puis ils devraient bouger un petit peu à chaque jour, puis ils devraient bien manger, puis ci, puis ça, tu sais. Mais si tu demandes ça à partir du jour 1 à un client, là, tu vas avoir 1% de la clientèle qui va rester, puis que ça va réussir, parce que l'objectif est beaucoup trop grand, puis ça change peine trop drastiquement les habitudes des gens. Ça va faire un temps, mais ça va, rapidement, ça va crasher. Ben, c'est la même chose de l'autre côté, puis comme exactement ce que tu viens de dire, fais juste commencer. Ouais. Puis rester dans l'action au final. Puis qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant? Puis si tu es capable de faire ça maintenant, fais-le. Pas je vais le faire à maintenant. Non, pèse sur publier. Là. C'est comme c'est là. Non, carrément. Faut que tu. Ça, c'est une affaire que dans n'importe quel domaine, il faut que tu fasses maintenant. De toute façon, au pire, tu vas avoir ton feedback plus rapidement. C'est le dernier truc que je veux donner, en fait, parce que ça joint exactement ça, c'est d'apprendre à utiliser le feedback comme recalibration et non comme verdict, autrement dit, dans le sens que, OK, tu as fait un contenu sur les réseaux sociaux ou tu as lancé ton service, là, tu as 4-5 clients,
puis là, tu as quelques commentaires négatifs. OK? And so what? OK? Moi, ce que je remarque, c'est que ceux qui avancent le plus vite dans la vie, c'est ceux qui sont capables de prendre le négatif, de comprendre, de l'analyser, de se corriger, puis de repartir. Sauf que si tu reçois du négatif, tu t'assois dans ton coin pour pleurer pendant 2 semaines, il n'y a rien qui se passe, tu comprends? Puis ça, c'est un des plus grands pièges du monde que je vois, c'est que ça les atteint émotionnellement, puis je le comprends, parce que tu mets ta crédibilité, tu mets tout toi dans ta business, dans ton contenu, mais il y a quand même une distinction à faire. Il y a une distinction à faire de la personne qui te donne le commentaire négatif, c'est uniquement dans son contexte par rapport à sa vie. Ouais. OK? Fait que c'est de comprendre ce contexte-là, puis de l'utiliser comme information. OK, voici ce qu'on me dit par rapport à mon service. OK, ça, c'est moins bien perçu, c'est moins bien compris. Comment je peux... C'était quoi mon objectif dans ce service-là ou dans cette notion-là? Puis comment je peux la rendre meilleure aux gens? Donc, au lieu de le prendre par rapport à toi, non, j'ai simplement pas bien exprimé ou j'ai pas bien conçu cette partie de mon service-là. Puis, je vais prendre le commentaire pour l'améliorer. Puis ça, c'est de quoi que je crois énormément, parce que même moi, dans mon service de fitness, je suis gossant avec ça, mais à tous les 3 mois, mes clients reçoivent un sondage de satisfaction, puis on analyse tout. Puis à tous les 3 mois, j'ai des crises de bons commentaires, mais j'en ai aussi des fois qui sont mauvais. Puis moi, je prends le commentaire, puis je fais comme, OK, good, hey, c'est quoi qu'on fait avec ça? Comment je peux éviter de recevoir ce commentaire-là? Puis si je le reçois plusieurs fois, c'est signe qu'il y a réellement de quoi. Fait qu'en réalité, tu es content de le recevoir, ce commentaire-là, parce que ça te permet de régler ce bug-là, tu sais. Exact. 100%. Puis tu sais, comme tu dis, c'est pas de s'apitoyer sur son sable quand on reçoit des feedbacks comme ça, ou quand, exemple, on fait des appels de vente avec des clients, puis tu as eu 2 refus, puis là, ça y est, mon service, ça marche pas, puis je cherche trop cher, puis je suis pas bon, puis Ouais, mais comment tu l'as amené? Puis comment, tu sais, de toujours essayer la même chose avec le même processus, puis espérer un résultat différent, tu sais, c'est comme, je me souviens plus qui a dit ça, là, c'est quelqu'un de connu. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit ça. Il y a quelqu'un d'intelligent, de beaucoup plus intelligent que moi qui a dit ça, tu sais, de toujours essayer la même chose puis d'espérer un résultat différent. Ouais. Ben, tu sais, c'est toi qui es un petit peu dans l'erreur, là, dans le sens que tu peux pas espérer, ou, tu sais, ce qui va être différent, c'est la personne qui reçoit l'information, puis là, tu as été chanceux, tu sais. Fait que là, ça a marché. Fait que c'est ça, puis tu sais, de regarder, d'accueillir ces commentaires-là, puis aussi de l'autre côté, parce qu'il y a aussi de pas connaître pourquoi tu as du succès est aussi mauvais, sinon pire, que de connaître pourquoi ça marche pas. Parce que tu peux pas le scaler, tu peux pas le mesurer, tu sais. Fait que tant mieux si ça marche bien, mais faut que tu saches pourquoi ça marge bien. Parce que si tu sais pas pourquoi ça marche bien, ben là, tu n'as aucun contrôle sur qu'est-ce que tu fais. Au final, tu es juste chanceux, tu sais. Fait que tu sais, faut pas répéter la chose. Tu sais, s'il y a une formule qui fonctionne, il faut pouvoir la répéter puis la scaler, tu sais. C'est ça, exactement. Puis tu peaufines au fil du temps, puis tout ça, tu sais. Puis dernier point en terminant que je veux amener par rapport au syndrome de l'imposteur, tu sais, c'est faites-vous confiance, puis dites-vous que dans le domaine qu'on est, on n'est pas à essayer de vendre quelque chose d'inutile à une personne. Puis tu sais, je dis vendre parce que oui, il y a une partie de notre métier qui est de vendre nos services, parce qu'on offre des services professionnels. Mais c'est un service d'accompagnement, puis on change littéralement des vies, puis il ne faut pas avoir peur de dire ça, parce que c'est vrai. Tu sais, combien de témoignages, Steph, que tu as eu dans ta carrière, que tu as complètement changé la vie des gens, tu sais, puis qui t'a sauvé la santé de certaines personnes. Dire, là, mais oui, non, tu as totalement raison. On en reçoit, puis tu réalises, en fait, justement, quand tu t'appuies là-dessus, que malgré les mauvais coups que tu peux faire, tu as beaucoup plus de... Tu comprends? C'est ça, exactement. Puis tu sais, l'objectif, c'est pas de faire la grosse tête avec ça, mais c'est de dire, justement, si tu as un épisode, tu sais, t'as un moment plus rough dans ta confiance en toi, puis des affaires de même, regarde de l'autre côté, puis tu fais crime. J'ai aidé telle personne, elle est arrivée pour me voir, puis là, elle est rendue à tel endroit. J'ai aidé telle autre personne, puis là, tu commences à te rappeler les succès que tu as eus avec certains clients, puis les feedbacks qu'ils t'ont eus. Ben, tu sais, peut-être que ça va t'aider à remettre un peu de confiance en toi, puis de peser sur publier, puis d'offrir, de monter un petit peu tes prix si tu es rendu là, ou d'assumer ton prix, parce qu'il faut que tu l'assumes, ton prix. T'sais? Fait que puis oui, tu as ta place dans le domaine, puis oui, tu es capable d'aider tes clients. T'sais? Fait que des fois, ça permet
de se donner soi-même une tape dans le dos, parce que quand on est auto-entrepreneur, c'est une autre affaire. Personne ne va te la donner, ta tape dans le dos. Il faut que tu te la donnes toi-même. fait que faut trouver des affaires. En effet. Faut que tu trouves des façons pour comme te remonter un petit peu dans des moments plus peut-être de doute, parce qu'on en a tous. Fait que des moments de doute pour dire, crème, je fais une différence, puis c'est vrai que je fais une différence, fait que je peux proposer mes services à d'autres personnes parce que je le sais fondamentalement que je peux faire une différence. T'sais. Fait que c'était un petit pep talk en terminant cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que les trucs que Stéphane vous a dit en fin de présentation, ça vous a aidé. Mettez-le en application dès maintenant, après avoir terminé la vidéo, après avoir fini d'écouter. Donnez-vous des défis puis des actionnables, si ça se dit en français, des choses à faire. Mets-le dans ton agenda, faire un post, publier ou fais-le tout de suite. J'ai un post qui est dans mes brouillons depuis 3 semaines, puis j'ose pas peser sur publier. Mais là, après cette vidéo-là, poste-le. Puis regarde comment ça réagit. Puis juste là, tu vas faire, juste en pesant sur publier, ça va t'amener un petit stress. Puis tu vas faire, hey, finalement, je suis pas mort, mon téléphone n'a pas explosé. comme si ça allait être instantané. Mais c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis, merci de nous avoir écoutés. Comme je disais au tout début, abonnez-vous à nos différentes chaînes, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube. Allez nous suivre sur les médias sociaux. Hungry for Victory pour Stéphane, Expertise 360 aussi. On publie du contenu, évidemment, de façon très régulière. Puis ça nous aide énormément. Donc, on se dit à un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Steph, on se dit à la prochaine. À la prochaine, c'est un plaisir comme d'habitude. Yes, merci. Salut.